Lundi 3 janvier 2022, mesdames et messieurs, toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Mais tout de suite, concernant les transports par câble, sans les remontées mécaniques, les sports d'hiver n'auraient jamais connu un tel développement simple, économique et fiable. Il n'y avait pas de raison que les transports par câble ne viennent conquérir les villes du monde entier. Pour Madagascar également, le transport par câble constitue une solution, notamment en ce qui concerne la modernité des moyens de transport. En effet, il n'y a nul besoin de démolir les infrastructures existantes, encore moins des dépenses extravagantes. Cependant, le transport par câble résout les problèmes de circulation en ville. Reportage. Sans les remontées mécaniques, les sports d'hiver n'auraient jamais connu un tel développement. Simple, économique, fiable, il n'y avait pas de raison que le transport par câble ne vienne conquérir les villes du monde entier. Nijni Novgorod, en Russie, à 400 km de Moscou. Depuis l'année dernière, les riverains peuvent emprunter les premières télécabines du pays et traverser la Volga en 12 minutes. En voiture, il fallait compter 2 heures d'embouteillage. En plus, en évitant la construction d'un pont, cette solution a permis de limiter le trafic automobile. De l'autre côté de l'Atlantique, New York. En 2010, la ville a inauguré son nouveau tramway volant, un téléphérique à double câble porteur, ultra sécurisé. Au mois de novembre dernier, lorsque l'ouragan Sandy s'est abattu sur la ville, le téléphérique est le premier mode de transport en commun à avoir repris du service. Le plus, une vue imprenable, et il relie Manhattan à Roosevelt Island en moins de 3 minutes. À Medellín, en Colombie, on l'appelle le téléphérique social. Pour lutter contre l'insécurité et les inégalités, la municipalité a lancé en 2006 la construction d'une télécabine. Accompagné d'un ambitieux programme social, ce métro-câble a permis de reconquérir l'espace public. Ici, à 5 heures du soir, plus personne ne pouvait sortir dans la rue. Alors on a fait le pari de l'éducation et de la culture, en construisant par exemple cette bibliothèque, en relançant les petits commerces, en aménageant des parcs de jeux pour les enfants. Pour de nombreux habitants qui envisageaient un temps de déménager, l'arrivée du téléphérique a entraîné une valorisation de leur quartier qui a désormais la cote. Le changement est vraiment radical. Nos maisons ont pris de la valeur, du coup, plus personne ne veut quitter le quartier. Et pourtant, au départ, il a fallu surmonter beaucoup de réticences. Aucune compagnie d'assurance n'avait accepté de couvrir la construction de ce tout premier télécabine urbain. Quand on a installé ces pavés dans tous les espaces publics, on a eu peur que les gens les volent, car chez eux, le sol est en terre battue. Mais en fait, il n'y a presque pas eu de vandalisme, parce que les gens sont fiers de ces nouveaux espaces et ils aiment les utiliser. Aujourd'hui, un habitant de Medellín sur 5 emprunte quotidiennement ce moyen de transport. L'insécurité a reculé de manière spectaculaire et le taux de morts violentes a été divisé par 6. Un modèle qui s'exporte désormais sur tout le continent. Comme ici, à Rio, au Brésil. En 2011, la municipalité s'est équipée du plus grand téléphérique au monde, 4 km de câbles parcourant 13 favelas et désenclavant 6 quartiers. Toutes ces réalisations, on les doit à une entreprise française, Poma, leader mondial du transport par câble. Elle est la première à en avoir développé l'application urbaine. En France, c'est elle qui a construit le funiculaire de Montmartre. Pourtant, malgré ses succès, le marché hexagonal tarde à décoller. Il y a un problème d'acceptance, visiblement aussi, le côté peut-être survol, le côté intégration au sein de la cité. Un téléphérique, c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en œuvre en quelques mois, à partir du moment où il y a les autorisations. C'est-à-dire que sur le terrain, on a des implantations qui sont très localisées par rapport à des pylônes, à des stations d'extrémité. Et tout ça, ça permet à la vie sociale, en tout cas, de continuer, les routes, les magasins. Voilà un gros avantage du transport à câble. Toutes ces raisons font évoluer les mentalités. Brest, Toulouse, Grenoble et la région parisienne ont des projets de transport par câble. Dans ces zones ultra-urbanisées, la solution du téléphérique s'impose par sa simplicité. S'agissant du respect de l'environnement et de l'empreinte carbone,
c'est le mode aujourd'hui qui émet le moins d'émissions de CO2. En matière de coût au kilomètre, le téléphérique est un mode qui est bien moins cher qu'un tramway ou qu'un métro. On estime à 10 millions, peut-être un peu plus au kilomètre, le coût d'un tel téléphérique, là où pour un tramway, on peut aller de 30 millions à 60 millions du kilomètre suivant les types de tramway, et pour un métro en aérien à 80 millions du kilomètre. Même s'il ne répond pas à tous les besoins, le transport par câble s'annonce à l'avenir comme une option incontournable dans les projets de mobilité durable en zone urbaine. Plusieurs zones d'Antananarivo ont subi un délestage tournant hier et aujourd'hui même suite à l'incendie d'un transformateur d'une puissance de 30 mégavolt-ampères survenu hier à Andécalic. Plus de détails dans ce reportage d'Adriana Martina. Hier, dimanche 2 décembre, dans la matinée, le premier transformateur de la Jirama à Andécalic, d'une puissance de 30 mégavolt-ampères, a été victime d'un incendie. Des responsables étatiques avec ceux de la Jirama se sont immédiatement rendus sur les lieux pour solutionner le problème. Mis à part la réparation des dommages depuis hier, des matériels nécessaires pour la rénovation et le renforcement des équipements au niveau du centre de production de la Jirama à Andécalic vont également être rapidement sortis au port de Thomas. À cause de cet incident, la production d'Andécalic est insuffisante, explique la Jirama. Des délestages tournants ont dû être effectués depuis hier de 18h à 20h. Cette dernière tient néanmoins à rassurer que malgré ces délestages, les hôpitaux et les CTC n'ont rencontré aucun problème. Mais sur le plan sanitaire, le ministre de la Santé publique a démenti ce jour les informations selon lesquelles la saturation des hôpitaux est à l'origine de la réouverture des centres de traitement de la Covid-19 ou les CTC. Le ministre a souligné qu'il s'agit d'une mesure de précaution face à une éventuelle recrudescence des cas de Covid-19 après les fêtes. Il a également ajouté que nous devons désormais apprendre à vivre avec la Covid et que les gestes barrières doivent faire partie de nos habitudes. Reportage de Radovan Zatov. Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles les hôpitaux seraient saturés actuellement. Saturation qui serait à l'origine de la réouverture des centres de traitement de la Covid-19 ou CTC. Le ministre de la Santé publique a démenti ces rumeurs ce jour. Il a également souligné que pour la santé de tous, chacun se doit de respecter les différentes mesures sanitaires. Qui plus est, l'on doit désormais s'habituer à ce que le coronavirus fasse partie de notre quotidien. Pendant la première journée de travail pour cette année, au sein du ministère aujourd'hui, des directives ont justement été données pour la poursuite des actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette occasion a également permis au ministre de la Santé publique de louer les efforts déployés par les personnels de santé. Ces derniers, en retour, lui ont souhaité leurs vœux pour la nouvelle année 2022. Les élèves reprennent l'école à partir de cette semaine dans des contextes sanitaires assez particuliers avec la montée des cas de Covid et la vigilance sanitaire en vigueur. Le renforcement des mesures sanitaires au niveau des établissements scolaires est de nouveau en rigueur. Plus de détails dans ce reportage de Jessina Mireille et de Yves Janel. Cette école privée a procédé à une désinfection complète de ses locaux ce jour avant la reprise des cours demain. Les responsables affirment également que le respect des gestes barrières sera strictement contrôlé afin d'éviter la propagation de la Covid au niveau des écoles. De l'entrée aux salles de classe, toutes les mesures ont été prises dans ce sens. Une organisation particulière est également indispensable dans la poursuite des études avec la Covid. Ainsi, les horaires d'entrée ont été modifiés pour chaque classe afin d'éviter les rassemblements. Aucun changement n'est toutefois envisagé pour l'instant en ce qui concerne la réalisation du programme scolaire. Pour cet établissement, les enseignants vont poursuivre le calendrier comme prévu. Les fêtes de fin d'année et de Nouvel An se sont plutôt bien passées pour Antananarivo et ses alentours, comparé au bilan de l'année dernière. Selon le ministre de la Sécurité publique, ce jour, des conflits sociaux et des rixes entraînant des décès ont néanmoins été constatés. Des tentatives d'attaque à main armée ont été aussi découvertes par la police suite à des renseignements sûrs. Plus d'informations dans ce reportage de Félène Rakoutoir-Soul et de Jairan Djamar. La stratégie mise en place par le ministère de la Sécurité publique, qui consistait à disperser les éléments des forces de l'ordre dans les zones les plus fréquentées, ainsi que les zones rouges, durant les fêtes de fin d'année s'est avérée efficace.
Les fêtes se sont bien passées en général pour Antananarivo, hormis quelques conflits sociaux que les polices ont déjà pris en charge. De même pour les 22 autres régions, affirme le ministre de la Sécurité publique. Le ministre de la Sécurité publique a également incité les forces de l'ordre à remplir leur mission, notamment servir leurs compatriotes et assurer la sécurité des biens et des personnes. D'ailleurs, dans le cadre de l'accompagnement de cette mission, l'État malagasy a déjà remis au ministère de la Sécurité publique des moyens et des matériels, étant donné que la lutte contre la sécurité quotidienne s'inscrit dans le Vélran 1 du président de la République, qui est de prioriser la paix et la sécurité. Par ailleurs, le résultat du recrutement de 1400 policiers par voie de concours sera annoncé d'ici peu, toujours d'après les explications. Mais concernant l'évolution de la Covid-19 mise à l'échelle internationale, face à la vague du variant Omicron qui fait exploser le nombre de contaminations par le Covid-19, le gouvernement français a pris de nouvelles mesures pour éviter un trop haut taux de contamination qui pourrait désorganiser la société. Télétravail, retour du port du masque en extérieur ou à l'école, dépistage accru et période d'isolement restreinte pour les cas positifs vaccinés. France 24. Corinne Joly n'avait pas vraiment prévu de passer son dimanche seul au bureau. Son entreprise, comme toutes les autres, va devoir accélérer le rythme du télétravail. 3 à 4 jours par semaine minimum pour limiter la flambée des cas qui oblige cette PDG à revoir toute son organisation pour la reprise. On s'en sort pas trop mal. On a 9 cas de Covid, donc ça c'est pas terrible. Mais dans le lot, la majorité n'ont pas de symptômes. Donc la majorité se sont placés en télétravail. Nous, on s'attend à avoir 10% de nos effectifs contaminés en même temps. Et là, notre enjeu, c'est d'éviter qu'ils contaminent d'autres salariés. Sinon, on a un vrai risque. Donc là, on a mis beaucoup de télétravail, comme toutes les entreprises. Limiter la contamination à l'école également, avec là encore de nouvelles règles pour les enfants cas contact. Autorisés à revenir en classe aussitôt obtenu un test PCR ou antigénique négatif. Mais il faudra en refaire 2 jours après, puis à nouveau au 4e jour. 2 contrôles supplémentaires qui pourront être réalisés par les parents via des kits d'autotest, à moindre mal pour certains. C'est la situation qui veut ça et on est obligé de faire avec. Bon, moi, je ne suis pas très pour que les enfants soient vaccinés, donc tant qu'on peut les faire tester et procéder de cette manière-là, ça me va bien. Hein. Le masque devient obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans, là où il l'était déjà pour les adultes, à porter sur le nez et à ne plus enlever dans les transports aussi. Résultat, casse-croûte prohibé à bord. Le gouvernement aura préféré laisser passer ce week-end de grand retour pour appliquer cette mesure pas toujours comprise. Moi, je fais un voyage qui dure 9 heures. Je me vois pas trop ne rien manger pendant 9 heures. Je suis contente d'être partie aujourd'hui et pas demain. Nouvelle règle enfin pour les salles de spectacle, limitée à 2000 spectateurs seulement. Ce cirque parisien de 4600 places affiché complet ces prochains jours, il a donc fallu répartir les réservations. Un numéro d'équilibriste de dernière minute. Nous avons pu ajouter des séances, prévenir le public par nos réseaux sociaux, et les gens se réinscrivaient sur les nouvelles séances. Finalement, ça s'est passé sans heurts. Une jauge maximale fixée à 5000 personnes dans les stades et pour les spectacles de plein air. Toujours dans ce contexte, la hausse du nombre de cas de Covid-19 aux États-Unis explose et suit une courbe presque verticale, ce qui n'est pour l'instant pas le cas des hospitalisations selon le docteur Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire. La situation reste tout de même très préoccupante, notamment du fait du fort taux de contagiosité du variant Omicron. Reportage. Hausse sans précédent. Les États-Unis font face à la plus forte augmentation des cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, une déferlante liée au variant Omicron. Well, we are definitely in the middle of a very severe surge and uptick in cases. If you look at the uptick, it is actually almost a vertical increase. We're now at an average of about 400,000 cases per day. Rien que ces 2 dernières semaines, la ville de Washington a connu une hausse de près de 500% de nouveaux cas. Seuls 60% des Américains sont vaccinés. Un tiers d'entre eux ont reçu une 3e dose. Pour l'instant, les hospitalisations ont augmenté d'environ 30% dans tout le pays, mais ces chiffres pourraient encore grimper. When you have multifold more people getting infected, the net amount is you're still going to get a lot of people that are going to be needing hospitalization.
And that's the reason why we're concerned about stressing and straining the hospital system. La hausse du nombre de contaminations a eu des conséquences directes sur les déplacements du Nouvel An. Plus de 2000 vols ont dû être annulés dimanche par les compagnies aériennes en raison des mauvaises conditions météo, mais aussi parce qu'une partie du personnel est touchée par le Covid. Mais l'incendie dévastateur au Parlement sud-africain au Cap, qui s'était déclaré tôt dimanche matin et a réduit l'enceinte de l'Assemblée nationale en cendres, a été maîtrisé ce jour. Reportage de France 24. L'incendie a duré plus de 24 heures et il y a des dommages énormes visiblement, surtout dans le vieux bâtiment qui a été construit en 1875. Et là on parle d'un bâtiment qui est rempli de boiseries, de moquettes, de tableaux de l'époque. On parle aussi d'une bibliothèque qui aurait été endommagée, notamment le livre où il y a l'hymne original sud-africaine a été endommagé. Et donc beaucoup de dégâts. Mais comme l'a dit le président Ramaphosa hier, les Sud-Africains ont quand même eu beaucoup de chance parce que les pompiers sont arrivés hier matin dans les 6 minutes après l'appel, après qu'on ait vu les premières flammes. Donc tout sera reconstruit, l'Assemblée nationale va continuer à fonctionner, notamment pour l'ouverture de la session parlementaire cette année. La question qu'on se pose évidemment, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est accidentel ? Est-ce que c'est criminel ? Un homme en fait a été arrêté, un homme de 49 ans qui a été vu sur les caméras de sécurité à l'intérieur du bâtiment vers 4 heures du matin. Il a été vu également en possession d'objets du bâtiment, donc il a été inculpé de vol, il a été arrêté. On soupçonne que c'est lui qui a créé l'incendie. Il paraîtra au tribunal demain. Beaucoup de Sud-Africains pensent que tout ça n'est pas très accidentel, que c'est un sabotage. On sait ce qui s'est passé l'année dernière à Durban, juste avant les émeutes de juillet. On sait aussi ce qui s'est passé un peu plus tôt à l'université où toute la bibliothèque de l'université du Cap a brûlé. Donc beaucoup pensent que c'est un sabotage, beaucoup pensent que c'est criminel. Les heures qui viennent nous éclaireront un peu sur cet incendie qui a eu lieu donc ici dans la capitale parlementaire. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.